commencé au XIVe siècle pour suivre en quelque sorte l'évocation du capital et la manière dont les inégalités se sont prolongées et modifiées. Ce dont on s'aperçoit pour la période contemporaine, c'est que finalement, les vraies périodes où on rebat les cartes sont ou bien les périodes de révolution, ou bien les périodes de guerre et d'après-guerre. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un autre système ? Les crises et les révolutions ont joué un rôle très important dans l'histoire des inégalités depuis la Révolution française. Mais bon, c'est pas forcément mal, les crises et les révolutions. Alors, j'ai pas dit que c'était mal, mais au contraire qu'il faudrait faire la révolution ou une guerre. Alors, le point important, moi je suis pas là pour prédire la date des prochaines crises financières, sociales, c'est pas mon métier. Je constate que ces crises ont joué un rôle fondamental dans le passé pour transformer les inégalités, produire le changement historique. Mais j'insiste, et je veux surtout vraiment insister là-dessus très lourdement, c'est que la conflictualité en tant que telle, la crise sociale en tant que telle, ne produit pas forcément le débouché politique, institutionnel nécessaire. C'est-à-dire que les crises sont peut-être nécessaires, mais elles sont certainement pas suffisantes. C'est-à-dire que ce qui compte d'abord, avant tout, c'est la façon dont justement les idéologies se transforment et la façon dont les crises, à la sortie, se saisissent ou non. Mettez les crises de côté. Prenez la France et dites-moi quand, en dehors de la Révolution française et des deux guerres mondiales, la France a réussi à avoir une nouvelle manière de répartir les richesses. Oh, mais tout le temps, soyez pas pessimiste comme ça. Prenez par exemple dans les années 70... C'est la lecture de votre livre. Puisque vous citez le cas de la France, entre 1968 et 1983-84, vous avez une très forte poussée des bas salaires qui est très largement tirée par le mouvement social qui impose à des gouvernements successifs qui n'en veulent pas, initialement, une très forte progression des bas salaires. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais... Est-ce que ça n'est pas lié aussi à une évolution ? Parce que dans ce livre, Thomas Piketty, vous suivez, et c'est votre projet, la manière dont les sociétés se justifient à elles-mêmes la répartition des richesses. Est-ce qu'il n'y a pas précisément pour cette période-là des causes qui sont des causes économiques, comme par exemple l'augmentation de la productivité, l'augmentation de l'éducation des sociétés, qui expliquent pourquoi une autre répartition des richesses est possible ? Oui, mais il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire que quelles que soient les évolutions économiques, technologiques, vous avez toujours différentes façons d'organiser le système. Et je veux insister sur le fait que ce mouvement de réduction des inégalités, il a commencé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il a été accéléré par les crises, par les guerres mondiales, vous avez raison, et aussi par la révolution bolchevique. La crise des années 30 joue un rôle fondamental parce que la crise des années 30 remet en cause vraiment le modèle de laisser-faire. Et finalement, aux États-Unis, dans l'émergence d'une très forte réduction des inégalités de revenus, de patrimoine qu'on évoquait tout à l'heure, c'est plus l'effet de la crise des années 30 que des guerres mondiales. Il y avait aussi une évolution qui avait commencé avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire quand les États-Unis, en 1913, amendent leur constitution pour permettre la création d'un impôt fédéral sur le revenu, l'impôt fédéral sur les successions, c'est avant la Première Guerre mondiale, et c'est parce qu'il y avait un puissant mouvement de mécontentement face aux inégalités croissantes aux États-Unis depuis la fin des années 1880. Donc voilà, il y a des mouvements qui se déroulent en dehors des crises. Il y a des crises, ensuite des moments de fixation qui sont aussi des moments de bifurcation. C'est-à-dire, moi j'insiste, j'essaie de donner une vision non déterministe de cette histoire, c'est-à-dire que dans des moments de crise, vous avez plusieurs bifurcations de trajectoires qui sont possibles, et il en va de même aujourd'hui. Donc il y a un mouvement de long terme dans lequel il y a des interruptions, il y a des risques parfois de retour en arrière, mais il y a un mouvement de long terme qui est une sorte d'apprentissage de la justice. François Hollande a essayé de faire un impôt sur les très hauts salaires, 75% pour les revenus supérieurs. Il voulait même pas vraiment essayer, je crois, mais allez-y, continuez. Il voulait pas essayer. Et il a décidé que c'était temporaire avant même que ça rentre en... Non, le Conseil constitutionnel l'a retoqué. Ah, ça c'est une autre histoire, c'est qu'il n'a pas voulu le mettre dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Mais allez-y. Ma question est simple. Est-ce qu'il est possible de faire un tel impôt en France, sachant que le Conseil constitutionnel n'en a pas voulu ? Alors, vous avez raison que parfois les juges constitutionnels se saisissent d'un pouvoir qui n'est pas le leur, parce qu'en l'occurrence, il n'y a rien dans la Constitution qui dit que le chiffre magique serait de 70%, de 75% et 80%. Donc après, Jean-Louis Debré, du fait de ses préférences partisanes ou de sa propre lecture de l'histoire, si vous voulez, il a le droit de considérer que quand il y a eu 90% de taux d'imposition aux États-Unis dans les années 30, 40, 50, 60, il a le droit de considérer que ce n'est pas un bon système. Il a même le droit d'écrire des livres sur la question. Et toutes ses opinions sont bonnes à prendre. Mais utiliser sa casquette... Du point de vue constitutionnel. Alors c'est là que utiliser sa casquette de président du Conseil constitutionnel pour dire ce n'est pas constitutionnel, c'est un abus de pouvoir caractérisé. Par ailleurs,
Alors, je veux dire que quand il y a vraiment un problème avec des juges constitutionnels qui abusent comme ça de leur pouvoir, il peut y avoir besoin, et c'est ce qui s'est fait par exemple en Allemagne dans la Constitution de 1919 et à nouveau dans la Constitution de 1949, de définir les notions de propriété, d'impôt juste, d'une façon telle que les juges ne puissent pas comme ça outrepasser leur pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire définir la notion de propriété? Parce qu'a priori c'est clair, impôt juste c'est largement moins clair. Eh bien non, c'est pas clair la propriété, Guillaume Erner. C'est pas quelque chose de naturel. Donc en l'occurrence, la Constitution allemande de 1949, elle définit la propriété comme sociale dans ses origines, sociale dans sa répartition, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lois sous le contrôle du Parlement, par exemple pour faire des réformes agraires, pour redistribuer les terres, pour équilibrer les pouvoirs des salariés avec les pouvoirs des actionnaires. Et c'est ça qui fait que la République fédérale allemande peut, dans les années 50, sous la pression syndicale, c'est pas quelque chose que les actionnaires voulaient au départ, mais avoir des lois sur la codétermination, la cogestion, c'est-à-dire qui donnent la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration des grandes entreprises aux représentants des salariés. C'est insuffisant parce que ça concerne pas les plus petites entreprises. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, par exemple en plafonnant les droits de vote des plus grands actionnaires, mais c'est quelque chose qui, effectivement, vu d'une conception du 19e siècle de la propriété, certains vont dire c'est inconstitutionnel. Sauf que pour finir, ça a permis l'implication des salariés dans les stratégies à long terme d'investissement des entreprises en Allemagne, en Suède, qui a plutôt très bien marché, alors que la stratégie consistant à dire on ne peut pas vous mettre autour de la table du conseil d'administration, allez manifester dans la rue, on ne vous donnera pas les informations sur la stratégie de l'entreprise. Est-ce que pour finir, ça a été une bonne stratégie? Je ne pense pas. Donc, toutes ces conceptions de la propriété sont des conceptions qui sont construites historiquement. Moi, je pense qu'on a besoin d'une circulation du pouvoir. C'est pas parce qu'elles sont construites historiquement qu'elles sont nulles. Il y en a plein qui sont pas nulles du tout. Aucune n'est nulle. D'ailleurs, il y a des choses à apprendre de toutes ces constructions, mais simplement, il faut les voir comme une construction évolutive. Et à un âge aujourd'hui où on a un niveau de formation, d'éducation qu'on n'a jamais eu, la vision d'un pouvoir économique un peu monarchique, avec un actionnaire qui, parce qu'il a eu une bonne idée à 30 ans, va continuer d'avoir tous les pouvoirs à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, pour décider seul de l'organisation du travail dans une entreprise de milliers ou de centaines de milliers de personnes, me paraît complètement daté. Et donc on a besoin d'une circulation du pouvoir qui va avec une circulation de la propriété et d'éviter des accumulations excessives de pouvoir au niveau d'individus pris isolément. Je veux ajouter comme un dernier mot dont on n'a pas parlé, qui est toute la question de la crise climatique, qui, je pense, peut être un des leviers du changement vers la réduction des inégalités, même si là encore, la crise, les moments de crise comme ça sont peut-être nécessaires, mais ne sont pas suffisants. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand on parle de changer de système économique pour résoudre la crise climatique, je pense que ça exige de rentrer dans cette discussion sur le régime de propriété, sur le problème de la justice fiscale, le problème de la justice éducative. Si on en reste simplement à parler du climat sans rentrer sur la question économique, je pense qu'on ne résoudra pas la question du climat. Si on veut aller vers la sobriété énergétique, il faut aussi aller vers la sobriété sociale, économique, c'est-à-dire avec les écarts de revenus, de propriété qu'on a actuellement, on n'y parviendra pas. Donc ça peut être un des éléments du changement, mais à condition de remettre la réflexion, le débat des idées sur le dépassement du capitalisme, la propriété privée pure et dure, au centre des débats.